Deuxième journée de conférence. Donc nous démarrons avec M. Thierry Gilliboeuf. Thierry Gilliboeuf ne craint pas les défis. Outre des analyses critiques, il est aussi un prolifique traducteur de l'anglais et de l'italien, qui s'est chargé de transposer dans notre langue les œuvres de pointure de la littérature, et notamment, acharnu s'il en est, de la poésie. Italo Svevo, William Carlos William, Rudyard Kipling, Herman Melville, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau sont quelques-uns des auteurs à son palmarès. Avec, bien entendu, Edgar Poe, dont les traductions par Baudelaire, si elles ne sont plus à présenter, restent encore sujettes à débat, tout comme les autres qui ont suivi. Un débat que Thierry Gilliboeuf aborde dans la préface du premier tome des Nouvelles intégrales paru chez Phébus en 2018, dans lequel, en collaboration avec Christian Garcin, il se confronte à son tour à la traduction de l'auteur du double assassinat dans la langue. Notons que le tome 2 vient de paraître tout récemment, et que, en parlant avec M. Gilliboeuf, la suite va suivre, et puis il y aura peut-être après d'autres projets au-delà des nouvelles. Notons place donc à Thierry Gilliboeuf qui nous parle de la traduction d'Edgar Poe. Bonjour, merci beaucoup pour tout. Je suis ravi d'être là dans un salon qui ne ressemble à aucun autre, parce que j'ai tendance à avoir fait quelques salons. Celui-ci se démarque. Et donc, je vais vous parler avec Christian Garcin. Donc, je vais vous parler en mon nom, mais il faut vous dire que nous deux avons fait ça en étroite collaboration. C'est un ami très proche qui a eu la paresse, parce que je le dénonce, de monter depuis les Alpes jusqu'à ici. Ça va être trop loin pour lui. Donc il m'a chargé de parler de cette thématique et il n'a pas le choix, ce que je vais dire sera validé par, il vaudra pour tous les deux. Alors, l'intitulé de la conférence, enfin cette intervention, c'est retraduire Poe. Alors je ne me souviens plus si c'est moi qui ai donné ce titre ou si on avait convenu d'un commun accord avec les organisateurs de ce salon des littératures maudites, qui a mis Poe, maître du genre, quand même, à l'honneur cette année. Je ne me souviens plus si c'est moi qui faut donner ce titre, mais en tout cas, derrière ce titre, retraduire Poe, je devine deux questions qui sont sous-jacentes. La première question, c'est pourquoi retraduire Poe, et la deuxième question surtout, c'est comment oser retraduire Poe après Baudelaire. Alors, je vais répondre aux deux questions, parce que je suis comme les autres politiques, je fais des questions et des réponses. Et donc, la première question, c'est pourquoi, donc, la première question, c'est pas pourquoi retraduire Poe, c'est tout simplement pourquoi retraduire. Alors, pour ça, il y a plusieurs, quand on reformule sa question dans cette façon, eh bien, la réponse est un peu plus facile à donner, elle coule un peu plus de sources. C'est très simple, la langue, c'est un organisme vivant, elle est en évolution permanente, et c'est une évidence que de dire on ne parle plus, on n'écrit plus aujourd'hui comme on écrivait ou on parlait il y a 160 ans. Certains mots et certaines tournures ont disparu, sont tombés en désuétude. Moi j'adore la langue française, donc je le regrette toujours, mais c'est comme ça, c'est l'usage courant qui décide de la vie, ou de la mort, ou de la disparition d'un terme ou d'une tournure. Il y a de nouvelles tournures, de nouveaux mots qui font leur apparition, qui viennent supplanter les anciens. Et puis, il y a aussi des termes, des mots qui n'ont plus le même sens. Et je vais vous donner trois exemples très simples. Prenez l'adjectif, alors je vais essayer de dire bien prononcer, parce que j'ai un petit accent du sud au départ. Glauque, voilà, donc prenez l'adjectif glauque. Au départ, si cet adjectif, la définition du littré est la suivante. Donc le littré, c'est il y a plus de 100 ans, qui est de couleur vert de mer. Autrement dit, du temps de Baudelaire, le glauque, c'est plutôt une jolie couleur. Et si vous prenez, je vais vous prendre deux exemples, et vous montrer que ce sens a évolué en l'espace de 50 ans environ. C'est ce sens qui était très positif, qui était vraiment plutôt une jolie couleur. On le trouve chez Théophile Gautier dans le Capitaine Fracasse, 1863, c'est-à-dire que Théophile Gautier, c'est un contemporain et un ami de Charles Baudelaire. Et donc, on trouve cette phrase, une robe de vert glauque, de cette nuance que les blondes les plus sûres de leur teint peuvent seules affronter. Donc là c'est quelque chose de positif, mais je pense, je ne suis pas étymologiste, je pense que par association d'idées, comme c'était lié à la mer, ce vert un peu bleuâtre et blanchâtre, on a fini par l'associer aux eaux stagnantes, et dans Rabouillot de Maurice Genevoix en 1925, on trouve ceci, c'est-à-dire 60 ans plus tard, quand on était dans la maison, la lumière était immobile et stagnante, d'un globe aussi glacial et morne que celui d'un abîme marin. Un autre terme, aujourd'hui, qui sait
moi je savais, enfin je suis malin, mais je ne savais pas le découvrir justement avec Baudelaire et puis avec Rimbaud, que le terme de lisière, à l'origine, ça désignait toujours, selon Littré, des cordons attachés à la robe d'un enfant pour le soutenir quand il marche. Vous avez dans un poème de Baudelaire, de Rimbaud, l'enfant du pays, que l'avons entendu hommage, que j'ai sous les yeux, dans les assis, il y a ce vers, de vrais petits amours de chaises en lisière, c'est-à-dire tenus par des laisses. Et puis un mot encore beaucoup plus courant et beaucoup plus simple, le mot je vais donner du coffre. Le mot crépuscule qui, du temps de Baudelaire, signifiait la lumière qui précède l'aube, alors qu'aujourd'hui c'est la lumière qui précède le lever du soleil, hein, et alors qu'aujourd'hui c'est la lumière qui suit le coucher du soleil. Donc ce qui fait que quand on lit Poe, par exemple, dans la traduction de Baudelaire, eh bien, quand on tombe sur le mot crépuscule, on se dit que l'histoire se passe entre chien et loup, alors qu'elle se passe des Potrominés, quoi. Donc vous voyez, il y a déjà ce genre de petit décalage. Ensuite, il y a une dernière raison pour laquelle il faut retraduire, hein, c'est qu'il n'existe pas de traduction parfaite. Alors, Ezra Pound, qui est un poète américain, disait que chaque génération devrait retraduire ses classiques. Alors, une génération humaine, si on compte que c'est 25-30 ans, je pense que c'est un petit peu excessif. Disons que tous les 50 ou 60 ans, il n'est pas inutile de retraduire. Et il faut retraduire parce qu'il y a plein de choses qui ont changé. Je vous dis la langue, il y a aussi un rapport au texte, un rapport à la traduction. Et il y a une formule que j'aime beaucoup, qui est de Georges Mounin, qui est dans un essai sur la traduction, qui dit que tous les arguments contre la traduction se résument en un seul: la traduction n'est pas l'original. Donc c'est évidemment, si on part de cet écueil, on comprendra qu'il n'y aura pas de traduction parfaite. Et on ne traduit pas aussi aujourd'hui comme on traduisait il y a 150 ans. Il y a un exemple très simple, c'est que la langue anglaise utilise les répétitions, c'est très stylisé. Les répétitions en anglais, c'est quelque chose de très stylisé, hein. C'est vraiment quelque chose de très qui n'est pas un défaut, contrairement à ce qu'on nous enseigne à longueur d'année dans nos rédactions, pas de répétition, pas de répétition. En anglais, ça passe très bien. Et si ça marche, et si non, ça marche pas. Bon, et si on a des répétitions dans le texte anglais, alors des fois elles ont un effet litanique, d'insistance, comme ça, donc dans ce cas-là, ça vaut le coup de les retraduire, mais Baudelaire, lui, par exemple, s'il disait, s'il y a une phrase... C'est une phrase de Poe qui dit « et il est rentré dans la chambre, et il ouvrit la porte, et ceci, et cela ». Bon, là, les c'est pas utile, mais Baudelaire, qui a été un traducteur très méticuleux, va traduire comme ça. Donc aujourd'hui, on ne traduit plus comme ça, il y a nécessité de retraduire. La meilleure définition que je connaisse de la traduction, c'est celle de Umberto Eco, l'auteur du Nom de la Rose, qui dit que traduire, c'est dire presque la même chose, tout est dans le presque. Alors, est-ce que ça, pour vous, je ne sais pas si ça constitue des arguments suffisants pour convaincre qu'une nouvelle traduction de Poe était nécessaire, mais le fait même de se poser cette question, il met le doigt sur le cas unique de Poe en littérature, en particulier en France. Il ne viendrait à l'idée de personne de contester de l'utilité, la nécessité d'une nouvelle traduction de Don Quichotte, de Divine Comédie, de Moby Dick, etc. Et il y a même de Lovecraft, ce qu'a fait François Bon il n'y a pas longtemps. Et donc, on a retraduit dernièrement 1984 de George Orwell, ça anime des débats, mais personne ne conteste cette idée. Il n'y a que le cas de Poe. Pourquoi? Alors, en fait, c'est exactement la question que nous nous sommes posés avec Christian. Avec Christian, nous nous sommes rendus compte que tous les classiques avaient été retraduits, au moins une fois, si ce n'est plusieurs, sauf Edgar Allan Poe. Et la réponse, en fait, on s'est demandé aussi pourquoi, et la réponse est assez simple, hein. Ça tient au fait que son traducteur attitré, même si ce n'est pas le premier, même si ce n'est pas le seul, c'est quand même Charles Baudelaire, c'est la statue du commandeur, on ne touche pas à Charles Baudelaire, on ne peut pas venir après Charles Baudelaire, et bien si. Et donc ça peut paraître présomptueux de passer après Charles Baudelaire, mais nous n'avons pas voulu faire une traduction, alors là ça aurait été casse-gueule, nous n'avons pas voulu faire une traduction contre Charles Baudelaire, anti-Charles Baudelaire, ou mieux que Charles Baudelaire. On propose une autre traduction. On a juste traduit différemment, pas mieux, mais différemment. Parce que là encore, on a affaire à un cas unique. Poe, il est unique pour deux raisons, je vous expliquerai dans le cours de mon propos. On a affaire à un cas unique où le traducteur et l'auteur sont indissociables. Il est pratiquement, en France, il est impossible de parler de Edgar Allan Poe sans immédiatement l'associer à Charles Baudelaire. Ils sont tellement indissociables qu'on a été tenté de croire même que Poe est une fabrication, une création de Baudelaire,
au point qu'on ne s'étonne pas de lire, par exemple, sous la plume d'un critique, que les récits de Poe traduits par Baudelaire font partie du patrimoine français. D'ailleurs, dans certaines éditions des œuvres complètes de Charles Baudelaire, on a les traductions de Poe qui figurent, et même dans la collection de la Pléiade, le seul volume qui est consacré à Edgar Allan Poe, qui est paru en 1951, reprend uniquement les traductions de Baudelaire. Et le préfacier s'en justifie complètement. Il assume, il écrit ceci, il dit Gérard Le Dantec, bien que ce volume ne fasse pas partie des œuvres de Baudelaire dans la bibliothèque de la Pléiade, c'est encore un texte baudelairien que nous donnons ici en publiant une édition des œuvres d'Edgar Allan Poe. Il faut dire qu'en France, on a un peu la manie de s'approprier des grands auteurs. Ben, ça, c'est notre petit chauvinisme. Et tout ça donc vient accréditer l'idée qui est solidement arrivée d'un Edgar Allan Poe qui est sublimé en français par Charles Baudelaire, par sa baudelarisation. Et quand nous avons entrepris ce travail, on s'était dit quand même, donc un travail qui nous a occupé à peu près 4 années, hein, donc comme ça vous a été expliqué, le premier volume est paru il y a 1 an, le deuxième volume est sorti au printemps, et le troisième volume sort dans 1 ou 2 mois. Il y a un 4e volume qui ne sera pas chez Phébus, parce qu'ils ont décliné l'offre au dernier moment, ils avaient accepté puis ils l'ont décliné, qui va reprendre les 2 romans de Poe, qui sont le plus connu Arthur Gordon Pym, et un autre qui n'est pas connu, qui est un western inachevé qui s'appelle Julius Rodman. Après, je crois que Christian, lui, en a assez de Poe, enfin, on va passer à autre chose, on a d'autres projets ensemble. Moi, j'aimerais bien au moins traduire la correspondance complète de Edgar Allan Poe, parce que je trouve que ça m'intéresse beaucoup. Je suis très attaché aux correspondances. Donc, quand on a commencé ce travail il y a 4 ans, on avait en tête quand même qu'il y avait un travail de débaudelarisation du texte de Poe à accomplir pour restituer Poe tel qu'en lui-même. Alors, comme tout le monde, je pense ici, il y a un modèle parfaitement anglophone, ce qui n'était pas mon cas quand j'étais adolescent, plutôt le contraire d'ailleurs. Dans la traduction, j'ai commencé à lire Poe dans la traduction Baudelaire. Et Christian, c'est la même chose. Et je pense que donc, c'est ce qu'il y a pratiquement la majorité des gens ont découvert Poe sous la plume de Baudelaire. Et pour être tout à fait honnête, il faut que je vous dise que ni pour Christian ni pour moi, Poe ne faisait partie de nos auteurs de chevet. On l'avait lu donc à l'adolescence, quelques nouvelles ou un recueil entier, et puis voilà, on était passé à autre chose. On avait quand même le souvenir de ces contes, moi qui m'avait beaucoup marqué, mais je n'étais pas particulièrement revenu. J'ai beaucoup plus lu depuis Belleville, par exemple, pour citer les contemporains de Poe. Mais j'avais quand même le souvenir très fort de nouvelles comme Le Chat Noir, Le Scarabée d'Or, comme La Fosse et le Pendule, et puis tout un tas d'autres, William Wilson par exemple. Mais pendant plus de 30 ans, donc on n'est pas revenu là-dessus. Et puis il y a 2 ans et demi, enfin, on s'est lancé là-dedans parce qu'on avait envie de faire un projet ensemble, parce qu'on est très, très amis. Hein. Et puis on s'est laissé gagner quand même on s'est laissé séduire par le personnage d'Edgar Poe. On a lu la biographie dont on parlait tout à l'heure de George Walter, qui est une merveille du genre, qui est publiée aussi chez notre éditeur, donc on peut faire la publicité, chez Phébus, qui a d'abord un très beau texte littéraire, et en plus une biographie où on sent que le biographe était en empathie avec son personnage. Et on s'est laissé gagner par vraiment ce personnage qu'on ne connaissait pas du tout. Hein. Et il y a 2 ans et demi, on a entrepris tous les deux une espèce de road trip littéraire sur la côte est des États-Unis. Pendant 2 semaines, on a fait 2000 km. On est allé sur les traces d'un certain nombre d'auteurs qui nous sont chers. Alors, Herman Melville, je vous l'ai dit, David Thoreau, Nathaniel Hawthorne, auteur de La Lettre écarlate, Lovecraft, Emily Dickinson, Cummings et Jacques Kerouac, et bien entendu Edgar Allan Poe. Alors pour Edgar Allan Poe, on est allé dans 4 endroits. C'est celui sur lequel on a le plus suivi. Hein. Alors le premier endroit où nous sommes allés, tout simplement en commençant par le commencement, donc ça tombe. Nous sommes allés à Baltimore. Alors ça tombe, c'est je ne savais pas quand j'avais le droit à ça, sinon j'aurais amené les photos. Mais ça tombe, c'est un socle, hein, comme ça, un parallélépipède, un coordinateur, on parlait de je me souviens plus, pourtant j'ai fait cours de maths. Bon, et c'est un socle comme un socle de statue, mais sans la statue. Il y a un médaillon avec la tête de Poe, et ses dates de naissance et de mort, avec quand même un exploit, c'est que la date de naissance est retardée d'1 jour. Ils sont trompés dans la date de naissance, donc ça c'est génial. Et c'est pas en fait l'emplacement d'origine de la tombe de Poe. Quand il est mort le 7 octobre 49, pour mémoire. Quand il est mort
dans des conditions un peu mystérieuses, un peu désastreuses, et il a été enterré un peu à la va-vite. Il y avait très peu, je crois qu'ils étaient moins de 10 à son enterrement. Il a été enterré dans le cimetière de Baltimore, tombe sans stèle, sans dalle, sans rien qui indique le nom. Et quand la tombe a commencé à être un peu, la sépulture a commencé à être envahie par les herbes sauvages laissées à l'abandon, et que Poe commençait à ce moment-là à en parler, 30 ans plus tard à peu près, on a déplacé la tombe. Et sur l'emplacement de l'ancienne tombe, il y a une stèle avec un corbeau sculpté et puis des vers morts dessous. Donc ça c'est l'emplacement originel. Ensuite, on est allé sa petite maison de Fordham, une petite maison Fordham dans le Bronx. Alors c'est un truc assez improbable, c'est une petite maison de bardeaux blancs, très très modeste, vraiment toute petite, au milieu d'un carrefour du Bronx. Alors c'est vraiment, on est dans un décor, on s'imaginer voir surgir la Ford Grand Torino rouge, le blanc de Starsky et Hutch à un moment ou à un autre, parce que c'est vraiment le décor de Starsky et Hutch. Et donc, vous avez cette petite maison-là qui est coincée au milieu de ces immenses bâtiments en briques. Et c'est là que Poe était venu s'installer en 1846 avec sa jeune épouse, Virginia, de 13 ans, sa cadette, qu'il avait épousée quand elle avait elle-même 13 ans, qui était sa cousine. Et donc, il s'est installé là avec Virginia, sa belle-mère, qui était donc sa tante. Et ils se sont installés là parce qu'à ce moment-là, le Bronx, c'était pas le Bronx, hein, c'était la campagne. C'était la race campagne, et ils s'étaient dit que l'air à cet endroit-là, ils espéraient que ça améliorerait, ça serait bon pour la santé de Virginia qui était tuberculeuse. Malheureusement, elle est morte quelques mois plus tard dans cette maison, dans le lit, qui est encore dans une chambre, la pièce est à peine assez grande pour contenir le lit de Virginia. Et donc, on a visité cet endroit. Il y a encore un peu d'immobilier lié à Poe, contrairement à, je suis allé voir le musée, la maison de Rimbaud, on m'a expliqué qu'il n'y avait pas de la maison de la famille Rimbaud, mais là, il y a encore un peu d'immobilier de Edgar Poe. C'est un endroit qui est vraiment tellement improbable, c'est-à-dire que quand on est allé, il y avait un jeune garçon qui avait 25 ans, qui était, ce que les Américains appellent un hispanique, hein, donc un hispano qui nous a fait qui avait la casquette à l'envers, vraiment la tenue du Bronx, et qui nous a fait une visite de ce musée, cette petite maison musée, comme seuls les Américains a su les faire, passionnante et passionnée, c'était absolument merveilleux. Alors le soir, on a fait une journée un peu thématique. Pour le soir, on est allé, ça moi je m'en serais passé, hein, on est allé manger dans un restaurant qui s'appelle Il Buco, et qui est dans Bowery, donc c'est la partie un peu huppée de New York, et de Manhattan, et qui est lié à Poe parce que du temps de Poe, c'était une taverne, et qu'au sous-sol, dans la cave de cette taverne, c'est là que Poe aurait écrit, ou eu l'idée en tout cas, de ces nouvelles qui s'appelle Le tonneau d'Amontillado, la Paris d'Amontillado, qui est une nouvelle assez terrible d'emmurement. Alors on peut descendre dans la cave de parce que ça s'appelle le basement, dans la cave de ce restaurant, il y a des murs de briques, il y a des lustres un peu pénombreux au plafond, les murs sont tapissés de tonneaux, de bouteilles de vin, il y a une immense table en bois, enfin ce qu'on a dans Games of Thrones, un peu comme décor, et et puis il y a une plaque qui atteste que c'est là que Poe a écrit, et en tout cas ce que fait Amontillado, et ça permet aux gogos, aux aficionados de Poe, ça permet au restaurant de leur faire payer une assiette d'une demi-douzaine de raviolis à un prix prohibitif, enfin c'est la vie de cuisine, c'est-à-dire que vous n'avez rien à manger de très cher. Donc en plus dans la pénombre, ça vous ne voyez pas ce que vous avez. Bon, ça c'était pour moi l'étape non obligatoire. Et puis nous sommes allés à Providence en Rhode Island, qui est la ville natale de Lovecraft. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, quand on rentre dans cette ville, on voit l'architecture des bâtiments que Lovecraft n'a pas eu à chercher très loin son inspiration. Et donc, on est allé dans l'Athénéum, qui est la bibliothèque publique, un peu pratiquement en face de la maison, d'une maison avec Lovecraft. Il y a un buste de Lovecraft avec son menton, puis son côté très anguleux. Et au sous-sol de cette bibliothèque, alors au sous-sol, entendons-nous, c'est magnifique, c'est très bien aménagé, c'est du beau, magnifique bâtiment du 19e siècle américain, avec des murs, avec des livres, pas avec des murs normalement, mais des livres, des éclairs, enfin c'est très lumineux. Et il y a un fauteuil en bas, parce que Lovecraft venait ici pour lire le journal dans ce fauteuil, il venait lire les journaux presque tous les jours, parce que dans ce même fauteuil, 70 ou 80 ans plus tôt, Edgar Allan Poe venait lire lui-même le journal, les journaux, parce qu'à ce moment-là, il faisait la cour à une femme qui vivait à
fin de sa vie avec une femme qui s'appelait Sarah Helen Whitman et qui a été en contact avec Mallarmé, qui l'a défendu après sa mort, qui a failli se marier avec lui après la mort de Virginia. Et donc Lovecraft venait en bas, dans le fauteuil de Poe, pour lire les journaux, et comme nous, comme deux groupies, nous sommes allés évidemment nous asseoir dans le fauteuil. Donc voilà, ça nous semble, je pense, bien imprégné de Poe. Et quand je vous l'ai dit, quand nous avons pour nous, notre premier contact avec l'univers de Poe, ça s'est fait par le truchement de Baudelaire. Et nous avions été biberonnés à cette idée reçue, très partagée, selon laquelle Baudelaire a amélioré le style de Poe. Il a rehaussé sa langue, l'idée que Poe avait une langue plate, assez pauvre. Et donc, il y a même des critiques et des lecteurs aussi qualifiés que le belge Simon Leys qui souscrivaient encore, il y a un temps, à ce genre de poncif. Et c'était notre idée au départ, quand on a commencé. Or, et c'est là qu'on est allé de surprise en surprise, force nous a été de constater que Baudelaire a été un traducteur extrêmement méticuleux, extrêmement rigoureux et fidèle au texte de Poe. Il n'y a pas de baudelarisation de la langue d'Edgar Allan Poe. Ça, c'est un mythe, mais c'est un mythe. La langue de Poe, elle était classique, précise. C'était un authentique styliste, un remarquable écrivain. Il faut savoir que l'on considère que plusieurs de ses textes comptent parmi les plus belles pages de la prose américaine. Et à titre d'exemple, le début de la chute de la maison de Cher est considéré comme l'un des sommets de la langue anglaise. Un critique américain dit que c'était inégalé dans la prose anglaise, ancienne ou moderne. Et le contemporain de Poe, le poète américain Walt Whitman, l'inventeur de la poésie américaine, l'auteur de Les Feuilles d'herbe, disait que Poe était, il était le cadet de Poe de 10 ans, il disait que Poe était l'un des feux électriques de la littérature américaine. D'ailleurs, Whitman sera un de ceux qui assisteront au deuxième enterrement de Poe en 1875 quand on dépassera sa tombe. Donc, première surprise pour nous, de taille, première surprise, Baudelaire n'a pas baudérisé, n'a pas surbaudérisé Poe. Il ne l'a pas noyé de son ombre, empêchant ainsi le lecteur français d'avoir accès au texte et de se faire une idée correcte de la prose de Poe. Il n'y a rien de plus faux. Baudelaire ne s'est pas le loin du monde éloigné du texte de Poe. Il a été vraiment, je vous le répète, ça a été un traducteur extrêmement fidèle, scrupuleux, beaucoup plus que les autres traducteurs qui l'ont suivi, qui ont traduit les nouvelles que Baudelaire n'avait pas traduites ou qui l'ont précédé. Parfois, alors, ça c'est, les traducteurs se tirent un peu la bourre entre eux, même avec Baudelaire on se tire la bourre, eh bien, parfois on dirait qu'il collait, de notre point de vue aujourd'hui, ce qui n'était pas vrai évidemment de son temps, mais il collait de trop près au texte. Donc, ça peut rendre des choses parfois un peu moins lisibles aujourd'hui. Mais il y a des tournures qui sont un peu, qui sont un peu chargées, magnifiques, c'est parce qu'on a, à la base, un auteur anglais au style remarquable, traduit par un poète exceptionnel. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de la qualité des traductions de Baudelaire, mais c'est nullement parce que Poe est un mauvais écrivain amélioré. Alors, au demeurant, ceci n'est pas ça, comme je l'ai dit, aucune traduction n'est parfaite, la nôtre sera sans doute supplantée par une nouvelle plus tard. C'est la règle du jeu de la traduction. Et au demeurant, la traduction de Baudelaire, aussi remarquable soit-elle, eh bien, elle n'échappe pas à la règle des défauts de la traduction. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Il y a des erreurs, il y a des contresens, il y a des lourdeurs, il y a des obscurités qui ne font pas partie du texte de Poe. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, dans Manuscrit trouvé dans une bouteille, le vent fraîchit au lieu d'augmenter. Dans Morella, les yeux sont limpides au lieu d'être vitreux. Dans Parmi les lions, alors c'est plus surprenant, le 6e ciel devient le 6e siècle. Dans Ombre, les gens sont heureux au lieu d'être nerveux. Ils sont cruellement, ce que je vous donne, je crois que c'est la traduction de Baudelaire par rapport au texte de Poe. Ils sont cruellement éveillés au lieu d'être parfaitement éveillés. Dans l'Igéia, une obstination devient perversité, un corps au lieu de solide est qualifié d'audacieux. D'autres fois, on a carrément des contresens, avec des faux amis. Alors, par exemple, Baudelaire a fait une traduction mot à mot de l'expression « I feel for you », qui veut dire « je compatis ». Lui, il a traduit « je sens pour vous », ce qui, vous comprendrez, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Alors, et puis il y a aussi une intervention empressée. Donc, officious en anglais devient officieuse.
Le comportement Habits de William Wilson devient son costume. D'autres fois, il y a des formulations qui sont obscures. Alors, par exemple, il parle des demi-congés périodiques, au lieu de dire des demi-journées de repos. Il parle d'un petit médecin qualifié au lieu d'un homme médical. Un petit médecin qualifié devient un homme médical. Le soleil qualifié de seigneur médiatisé. Une joyeuse excitation devient un délice âcre, le brouhaha, une commotion. Et puis un interlocuteur, sous la plume de Baudelaire, ça devient un interrupteur. Ce qui n'a pas évidemment la même signification pour nous. Bon, c'est pas très gentil ce que je fais, ce serait un peu fastidieux et vain d'ailleurs d'énumérer comme ça, faire une énumération, inventer le réquisitoire des erreurs et des fautes commises par Baudelaire. Mais c'est pour l'essentiel, pour les lourdeurs en particulier, c'est surtout dû à l'état de la langue en 1860 qui n'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc j'espère déjà là vous convaincre qu'il y a une nécessité toujours de retraduire, et la traduction de Baudelaire, toute canonique qu'elle soit, elle n'échappe pas à cette règle. Deuxième surprise. La première surprise, Baudelaire n'a pas surbollérisé Pau. Deuxième surprise, il faut s'intéresser à l'histoire de l'arrivée de Pau en France. Alors, c'est une histoire qui semble emprunter un peu à ce sens du grotesque et de la mystification qui caractérise certaines des nouvelles de Edgar Poe. Les premiers récits de Poe ont paru en français ne sont pas des traductions proprement dites. Ce sont ce qu'on appelle des adaptations, qui était un genre très pratiqué à l'époque. Pourquoi ? Il faut savoir que le droit d'auteur, ça n'existe que depuis la fin du XIXe siècle. Donc, on pouvait piller tout ce qu'on voulait. On estimait qu'à partir du moment où un livre paraissait, il n'appartenait plus à son auteur, mais au public. Ce qui fait que, par exemple, Charles Dickens, il a fait une tournée aux États-Unis, une tournée triomphale, il s'est rendu compte que là-bas, il écrivait des best-sellers, il ne touchait pas un rond dessus. Ce qui était un peu amer là-dessus. Donc c'est pareil. Melville, traduit en français, Melville publié en anglais, ne touchait pas d'argent sur ses livres. Donc il n'existait pas de droit d'auteur, il n'y avait pas de procès possible si on vous publiait sans votre autorisation. Et donc en 1844, donc dans les 5 ans du vivant de Poe, qui est mort, je vous rappelle, en octobre 1949, en 1844, c'est la première fois que dans un journal royaliste qui a été fondé au lendemain de la Révolution française, on est en décembre 1944, ce journal s'appelle La Quotidienne, il y a une libre adaptation, ce qu'on appelle une loose translation, loose avec deux O, loose translation, de la nouvelle William Wilson, qui est rebaptisée James Dixon ou La funeste ressemblance. Pas de nom de traducteur, pas de nom d'auteur. Dans le même journal, en juin 1945, paraît le premier, parce que ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue avec Poe, paraît le premier récit policier français, qui est intitulé « Un meurtre sans exemple dans les fastes de la justice, histoire trouvée dans les papiers d'un Américain ». C'est à peu près comme la seule chose qu'ils ont concédé à Poe, et qui en fait n'est rien d'autre qu'un démarquage et une version assez passablement défigurée des meurtres de la rue Morgue. Parce qu'il faut savoir qu'avec les meurtres de la rue Morgue, Poe a inventé quand même le roman policier. Alors là, pour des raisons qui échappent à toute logique, on a cherché, on ne sait pas. La rue Morgue, dans cette nouvelle qui se passe à Paris, comme dans la nouvelle d'Edgar Poe, la rue Morgue devient la rue de l'Ouest. L'enquêteur Dupin s'appelle Bernier, il n'habite plus boulevard Saint-Germain, mais rue de Clichy. Alors peut-être que c'est justement pour s'approprier le texte, enfin bon, bref. Et tous les développements discursifs qui font le sel de cette nouvelle sont carrément, à partir du moment où ils ne savent pas directement inscrits, ils sont caviardés. Il y a au moins les 10 premières pages qui sont comme ça passées à la trappe, tout simplement pour renforcer le côté de macabre, pour satisfaire le goût du public de l'époque. Et il y a juste cette fois-ci 2 initiales, qui ne sont pas celles de Poe, c'est GB, ce sont les initiales d'un personnage qui s'appelle Georges Brunet, qui était un personnage assez folklorique, qui publiait des études sur les langues vernaculaires du Sud-Ouest, des essais religieux, qui s'appelait le Dictionnaire des Apocryphes, et surtout qui est passé à la postérité parce qu'il a quand même publié un ouvrage assez génial sous le pseudonyme de Philoneste Junior. Il a publié un ouvrage consacré aux excentriques de la littérature qui s'appelle Les Fous littéraires. Et à la suite des adaptations de Georges Brunet, donc ces 2 premières nouvelles de Poe sans nom d'auteur, va apparaître Une lettre volée, c'est le titre qui a été donné, dans le magasin Pittoresque en août 1945. Et là encore, le nom de Poe ne figure pas. Une fois encore, bien que l'action se déroule à Paris dans la version originale et que, comme dans la version française, les noms sont changés, sans que l'intrigue y gagne quoi que ce soit. Dupin, l'enquêteur, devient cette fois-ci Armand Verdier, et il habite désormais rue Saint-Honoré, donc on n'y comprend rien.
Mais c'est 3 mois plus tard que le nom de Pau va apparaître. Donc là, on est en novembre 45, c'est 3 mois plus tard. Voilà, novembre 45, c'est l'apparition pour la première fois du nom de Pau en France. Dans une revue qui était une revue qui était spécialisée pour faire connaître ce qui se faisait en Angleterre et aux États-Unis en termes littéraires, la revue britannique. Et en novembre 45 paraît Le Scarabée d'Or, avec cette petite notice en tête: les contes de M. Edgar Poe, américain, dont nous avons voulu donner une idée aux lecteurs de la revue britannique, ont été imprimés en un volume après avoir paru successivement dans un magazine des États-Unis. C'est la première occurrence du nom de Edgar Poe en France. Cette première traduction de Poe en français passe plus ou moins inaperçue, sauf pour un personnage qui est un collaborateur de cette revue, qui s'appelle Paul-Émile Doran-Ford, qui est un ancien avocat qui a quitté le barreau pour se consacrer aux études littéraires. C'est un ardent défenseur de la littérature anglo-américaine. C'est le premier à parler de Melville en France aussi. Et c'est un grand ami de Stendhal. Et il signe tous ses textes de 2 initiales, ON, pour Old Nick, qui est un des surnoms du diable dans les légendes médiévales anglaises. Et donc, en 1746, ce même bonhomme publie une descente au Maelstrom, toujours signée par ON, et publie précédé d'une notice qui dit: cet article est de M. Edgar Poe, auteur américain dont nous avons publié Le Scarabée d'Or. Le mois suivant, parce que c'est là qu'on va arriver au problème, le mois suivant dans le Commerce, il propose une sanglante énigme, qui est une nouvelle adaptation des Meurtres de la rue Morgue, là encore expurgée, parce que alors là, carrément, elle est réduite à 4 pages, la nouvelle, sachant qu'elle en fait 40 à peu près dans le texte original. Et là, le nom de Poe n'est pas précisé, il dit juste que c'est d'après un feuilletoniste américain, Edgar Poe est un feuilletoniste américain pour ce monsieur, et c'est assez génial, il situe l'intrigue non plus à Paris mais à Baltimore, c'est-à-dire la ville où Poe va mourir 3 ans plus tard, pratiquement jour pour jour. Voilà, parce que c'est pas normal. Hein. Et donc, ça pourrait être un épisode supplémentaire dans cette entrée un peu feutrée et difficile et un peu chaotique de Poe en France, sauf que cette énième loose translation de la rue Morgue va créer, et c'est par là que va arriver le scandale qui va faire connaître Poe. Parce qu'en effet, ce monsieur Olnick, que Baudelaire n'aimait pas du tout, il disait que c'était un écumeur des lettres françaises, ce monsieur a été accusé de plagiat. Il a été accusé de plagiat dans un autre journal, un journal concurrent qui avait des comptes à régler avec lui, et qu'il accuse donc de plagiat en disant que cette nouvelle parue dans le Commerce est, je cite, à quelques mots près entièrement prise et textuellement copiée du feuilleton paru dans la quotidienne en juin. Doran-Ford explique à ce moment-là, il rétorque, il dit: mais pas du tout. Moi, en citant que ça venait d'un feuilletoniste américain, je me suis inspiré de cet auteur américain, c'est l'autre qui n'a pas précisé ses sources qui est un plagieur. Donc ça fait un peu de barouf. Pour en plus appuyer son propos, il publie dans la revue du Monde Études sur le roman anglais et américain des contes d'Edgar Allan Poe, qui est le premier essai consacré à Poe en France. Donc on est en octobre 46, voilà. Et tout ça va se régler au tribunal, et ils vont se créer au chignon. Ça ne nous intéresse pas, parce que ce qui nous intéresse, c'est que c'est par ce bruit de scandale qu'une jeune Anglaise, qui est de Brighton, qui est mariée à un Français, un publiciste français, va avoir vent du nom de Poe. Elle s'appelle Isabelle Meunier, et c'est elle qui, en janvier 47, 3 mois après le scandale, va publier Le Chat Noir, traduction intégrale, dans un journal fourriériste. Et puis 4 jours plus tard, elle va publier 6 nouvelles de Poe, et 4 jours plus tard, elle publie la première traduction, qui était quand même intégrale et authentique, des Meurtres de la rue Morgue. Et Isabelle Meunier, Le Chat Noir, c'est par là que Baudelaire va découvrir Poe. C'est en lisant cette nouvelle qu'il va découvrir Poe. Donc c'est extrêmement important. Cette découverte est vraiment déterminante pour Baudelaire, qui écrit en 1864 à un ami: savez-vous pourquoi j'ai si patiemment traduit Poe? Parce qu'il me ressemblait. La première fois que j'ai ouvert un livre de lui, j'ai vu avec épouvante et ravissement non seulement des sujets rêvés par moi, mais des phrases pensées par moi et écrites par lui 20 ans auparavant. Donc la première traduction de Poe par Baudelaire va suivre, ça s'appelle Révélation magnétique, on traduit ça autrement, mais qui paraît le 15 juillet 1848 dans la Liberté de la presse, de la Liberté de penser, et suivront 43 autres nouvelles traduites par Baudelaire, plus plusieurs articles. 43 autres sur les 67 nouvelles. Au total, Baudelaire a traduit 44 nouvelles de Baudelaire sur les 67, c'est-à-dire les 2 tiers. Donc, deuxième surprise pour nous, Baudelaire n'a pas été découvert de Poe en France, il n'a pas été
son premier traducteur, même s'il ne viendrait personne l'idée de contester que c'est grâce à lui qu'on le connaît en France. Dans une lettre à sa mère de 1852, dans laquelle il joint sa traduction du Corbeau, le célèbre poème, et où il explique qu'il travaille toute la nuit aux traductions de Poe, décidément je fais toujours la confusion, pour éviter les insupportables tracasseries de Jacques Duval, il écrit ceci à sa mère. J'ai trouvé un auteur américain qui a excité en moi une incroyable sympathie. Et j'ai écrit 2 articles sur sa vie et ses ouvrages. C'est écrit avec ardeur, mais tu y découvriras sans doute quelques signes d'une très extraordinaire surexcitation. C'est la conséquence de la vie douloureuse et folle que je mène. Il lui demande à la fin, comprends-tu maintenant pourquoi, au milieu de l'affreuse solitude qui m'environne, j'ai si bien compris le génie d'Edgar Poe et pourquoi j'ai si admirablement écrit sa vie et traduit son œuvre. Et c'est là notre troisième surprise, donc, après, pas de surmodélisation, Poe n'est pas le découvreur, Baudelaire n'est pas le découvreur. La troisième surprise, c'est que dû notre orgueil national en souffrir, ce n'est pas Baudelaire qui a tiré Poe vers lui, mais c'est Poe qui a tiré Baudelaire vers lui. Les Fleurs du Mal, ça apparaît en 1867, c'est-à-dire 10 ans après le début des traductions de Poe par Baudelaire. Donc, on est intimement convaincu que Poe a nourri l'imaginaire de Baudelaire, lui-même le dit d'ailleurs. Alors, pourquoi cette idée reçue de la traduction de Poe, qui est la peau dure, la traduction baudelairienne? Parce que, je vous ai dit, on avait quand même dans l'idée de faire une débaudérisation. Je viens de vous dire qu'il y a pas eu de baudérisation du texte, mais il y a quand même eu une baudérisation de Poe. La baudérisation, pour nous, ça a été une très grande surprise de découvrir à quoi elle tenait, mais elle tient d'abord dans le choix des nouvelles que Baudelaire a choisi de traduire. Et justement, celles qu'il a écartées sont souvent considérées comme manquant d'intérêt, sont complètement ignorées. Lui, il a privilégié un certain nombre d'histoires qui vont accréditer la légende de ce maître du fantastique un peu macabre et lugubre, avec des obsessions fantastiques. Si bien que cette image d'Épinal, dans laquelle la postérité a figé Poe, comme un insecte pris dans l'ombre, a relégué au second plan quand elle n'a pas complètement occulté le reste de son œuvre. Et l'autre trait, surtout occulté l'autre trait caractéristique de Poe qui a été une révélation pour nous, c'est un maître du grotesque. C'est un maître du grotesque. La plupart, on a fait un appareil de notes un peu fourni, mais pas universitaire quand même, mais un peu fourni, parce que certaines nouvelles de Poe, quand on lit comme ça, on dit ouais, elles sont rigolotes, comme ça, enfin c'est un peu léger, sauf que quand on comprend qu'il s'attaque à un tel personnage politique ou tel écrivain, ça devient beaucoup plus drôle. On comprend mieux, et pour les lecteurs de Poe à son époque, ils comprenaient très bien, c'est des gens qui sont oubliés aujourd'hui, mais ils comprenaient très bien contre qui porter la charge. Donc Poe, c'est quelqu'un qui est une plume très féroce, qui a énormément d'ennemis, il critique tout le monde, il a une exigence littéraire très élevée, donc ce qui fait qu'il critique très facilement tout ce qui se fait, parce qu'il se faisait beaucoup de mauvaise littérature à l'époque. Dieu merci, c'est fini ça. Il n'y a plus de mauvaise littérature aujourd'hui. Et donc, il se faisait énormément d'ennemis, et parce qu'il avait lui-même une exigence d'écriture très 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 élevée. Donc, il y a bien une modélisation de Poe, mais ce n'est pas, comme je l'ai dit, dans le texte qu'elle a eu, mais c'est dans la façon que Baudelaire a eu de créer une image, involontairement, plus ou moins involontairement, on va dire, une image de Poe qui ne correspond pas exactement à la réalité. Et pourtant, cette baudelarisation de l'image de Poe, il explique dans une lettre où il dit ceci: je trouvais, croyez-moi si vous voulez, des poèmes et des nouvelles dont j'avais eu la pensée mais vague et confuse, mal ordonnées, et que Poe avait su combiner et mener à la perfection. Quand je vous dis que Poe a influencé Baudelaire plus que Baudelaire a influencé Poe. En toute bonne foi, donc, Baudelaire va forger la légende du poète maudit, de l'ivrogne et opiumane qui colle à la peau de Poe et qui est très éloigné de la réalité. C'est dommage, c'est très séduisant l'idée du poète maudit et tout ça, mais ce mythe c'est un mythe, quoi. Pourquoi? Bon, déjà, la drogue, Poe n'y est pas touché. Bon, je n'étais pas là pour comme ça, il n'y a pas touché. L'alcool, alors l'alcool, c'est simple, il ne tenait pas l'alcool. Et quand je dis qu'il ne tenait pas l'alcool, au bout de 2-3 verres, il tombait par terre, mais littéralement. Il avait hérité d'une mauvaise constitution qui ne permettait pas de supporter. Alors, on voyait des fois, il allait des réceptions, pour le feu d'action, ça avait commandé, on prend un verre ou deux. À la fin, des gens l'ont vu ivre, mais ils l'ont
livre ou de deux travers. Il y a un écrivain irlandais, George Bernard Shaw, qui a dit que Edgar Allan Poe a bu dans toute sa vie autant de vin qu'un Américain moyen en 6 mois. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose, une image qui est tenace parce qu'elle alimente cette idée du poète maudit, tel qu'on aime le voir depuis le romantisme. Et puis il y a la fin de Poe qui a accrédité cette image. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous savez dans quelles conditions Poe est mort. On l'a retrouvé un soir à Baltimore devant une taverne, vautré dans le caniveau. Lui, c'était plutôt quelqu'un de très élégant, dans des habits qui n'étaient pas les siens, crasseux, abîmés, délirant. Et donc on l'a conduit à l'hôpital. Il est mort 4 jours plus tard sans avoir repris la raison, quoi, en appelant M. Reynolds à la fin de sa vie, comme ça. Donc il est mort comme ça, et ça, on l'a trouvé dans un état d'ivresse quand même. Hein. Et donc ça a évidemment un peu étayé sa légende. On pense, parce qu'on n'a pas, c'est une énigme la mort de Poe, on pense qu'il a été victime d'un phénomène qui s'appelait le couping. Alors le couping, c'était une pratique électorale assez sympathique. Hein. Il y avait des agents, c'était une grande élection ce soir-là. Il y avait des agents électoraux qui écumaient tous les bars, etc., qui saoulaient les gens, comme ça, les pauvres airs qui avaient leur vie à raconter, ils les saoulaient, et puis après, une fois qu'ils les avaient bien saoulés, il les amenait avec eux, il les faisait signer, il les faisait voter de bureau en bureau, alors changeant d'avis pour qu'on les reconnaisse. Donc on pense que, et puis après, quand ils avaient fini de retourner des bureaux, il les laissait comme ça en plan. Hein. Donc on pense que Poe aurait été victime de ce phénomène-là. Alors, j'insiste, je ne suis pas un représentant de la Ligue de la Vertu et de l'Oblate, mais il se trouve que voilà, Poe n'était pas un alcoolique, n'était pas un drogué, c'est comme ça, pour une raison aussi très simple, simple et qui est fondamentale, c'est que Poe c'est quelqu'un qui ne peut écrire que sous l'emprise de la raison. Alors, on comprend pourquoi Baudelaire alimente cette légende, parce qu'il alimente la sienne aussi, celle du poète qui écrit sous l'influence des paradis artificiels. Mais Poe, lui, il avait besoin de toute sa raison pour écrire. Il est incapable d'écrire sous l'effet de l'alcool, sous l'effet de la drogue. Parce que l'écriture de Poe, l'imaginaire de Poe se caractérise par la différence qu'il faut faire entre ce qu'on appelle la fantasy en anglais, c'est-à-dire la fantaisie, quelque chose d'un peu libre, qui part dans tous les sens, qu'on fait qu'on veut, et l'imagination pure, telle que la conçoit Poe, qui est quelque chose qui se nourrit énormément de culture, de réel, des découvertes récentes, etc., pour ensuite en tirer autre chose, pour extrapoler. Et atteindre à une forme de vérité. Donc, comme je vous l'ai dit, on comprend très bien pourquoi Baudelaire s'est attaché à cette image d'un Poe un peu ivrogne et opiumane. C'est vraiment une défense pro-domo. Mais alors, vous allez me dire, parce que encore, je suis comme un homme politique, je fais des questions, je ne pose pas pour vous, eh bien, pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il alimenté cette légende? Pas simplement pour défendre la sienne, il l'a fait en toute bonne foi. Et là, c'est là qu'on rentre dans le deuxième cas unique de Poe, moi qui me fais un personnage qui me fascine, parce que c'est vraiment c'est l'histoire de Salieri, quoi. C'est-à-dire que Poe avait un meilleur ami, un personnage absolument génial, qui me passionne tellement que je suis en train d'écrire un petit peu de petit bout sur lui, parce que je trouve que c'est un type tellement malade que ça m'intéresse, qui s'appelait le révérend Rufus Wilmot Griswold. Alors ce monsieur, il était de mémoire, il avait 2 ou 3 ans de plus que Poe, ils se sont bien connus, et ils se sont bien connus à partir du printemps 1841, parce qu'ils travaillaient pour le même journal. Et leur relation au début, elle est cordiale, courtoise. Ce ne sont pas des amis proches, hein, mais bon, ça se passe bien. Et puis Griswold va réaliser la première anthologie de la poésie américaine, Poe, qui était aussi quelqu'un qui était très ambitieux quand même, qui avait tout ça. C'était quelqu'un qui avait passé toute sa vie à courir après l'argent. Et pour lui, le seul moyen de courir l'argent, c'était de placer des textes. Hein. Donc Poe il a très peu rencontré de succès. Il a eu du succès avec Le Corbeau et Une Nouvelle. Et donc Poe lui a envoyé plusieurs poèmes. Il y en a 3 qui figurent dans cette anthologie Griswold. Alors Griswold paye Poe pour qu'il fasse un compte rendu, et ensuite aide Poe à placer son compte rendu de l'anthologie. Poe fait un compte rendu plutôt élogieux, mais il émet quand même des réserves sur les choix de poèmes, la présence de certains poètes, l'absence d'autres poètes. Donc c'est pas quelque chose qui est quand même complètement dithyrambique. Et puis, un peu plus tard, en 1843, Griswold va être embauché dans un journal dont Poe vient d'être plus ou moins remercié,
le Grants Magazine. Il a embauché au même poste exactement que Poe, quelques semaines ou mois après lui, et avec d'abord beaucoup plus de marge de manœuvre et un salaire beaucoup plus élevé. Donc Poe, qui avait quand même beaucoup de mal à joindre les bouts, en a conçu un peu quelques vertus, quelques dépits, on va dire. Alors je vais finir dans le noir, je me souviens de la fin de la conférence. Et donc ça a un peu alimenté une forme d'aigreur. Il a fait des conférences, et quand il faisait des conférences, il y a des conférences sur la poésie américaine, il s'est déchaîné devant les publics, il se déchaînait contre Griswold. Il en disait pique-pont. Donc c'est un peu parvenu aux oreilles de Griswold. Et puis en plus, les deux hommes ont été plus ou moins amoureux, ont fait la cour à une même poétesse de second ordre américaine, Frances Sargent, qui est une salonnière, qui faisait des poèmes assez médiocre qualité, mais apparemment c'était une personne charmante, et donc tous les deux étaient secrètement épris, donc il y avait aussi une espèce de compétition amoureuse. Donc tout ça, vous aurez compris que ça n'a pas amélioré leur rapport. Mais, curieusement, Poe aurait demandé à Griswold, alors on a parlé de ce qui était un bon éditeur, aurait demandé à Griswold d'être, peu de temps avant sa mort, d'être son exécuteur testamentaire. Et Griswold va s'en charger. Il va s'en charger d'une drôle de façon. Il va, quand Poe meurt, Griswold publie la première nécrologie de Poe, juste après sa mort, il assigne un pseudonyme Ludwig, et alors là, il y va, hein, un dépravé, un débauché, un aventurier. Les amis de Poe, il en avait quelques-uns, il n'y avait pas que des ennemis, les amis de Poe prennent sa défense, et on se dirait que Griswold, on pourrait dire, bon, allez, passons à autre chose. Pas du tout. Il est exécuteur testamentaire, il s'acquitte de sa tâche, il publie les œuvres de Edgar Poe après sa mort, premier volume, et dans le premier volume, il fait une biographie de Poe de 100 pages, d'une centaine de pages, si je me souviens bien, et alors là, il va encore plus fort. Il en rajoute, et c'est ça la source de Baudelaire, hein, il en rajoute donc sur la dépravation de Poe, sur le fait qu'il aurait été viré à l'université de Virginie, qu'il aurait essayé de séduire la femme de M. Allan, l'homme qu'il a adopté quand le père de Poe a disparu, qui était un acteur médiocre de théâtre, il a disparu de la circulation, et sa mère, elle est morte très jeune, qui était elle, par contre, une brillante actrice, comédienne shakespearienne. Quand il s'est retrouvé orphelin, il a été adopté par une famille Allan, c'est pour ça qu'il s'appelle Edgar Allan Poe. Donc il aurait tenté de séduire cette femme, et il fait une liste comme ça des charges contre Edgar Allan Poe. Je pense que, là, il faudrait rentrer dans la psychanalyse, dans un cas qui m'intrigue et qui me passionne, c'est Griswold, en faisant ça, tout en éditant Poe, se dit, je vais lui porter des stockades, je vais montrer que le personnage est infréquentable et on n'en parlera plus. Or, justement, les gens se sont dit, ah génial, un auteur infréquentable, allons voir. C'est un acte manqué par essence, c'est-à-dire qu'il a, en voulant tuer, en voulant commettre ce que d'aucuns appellent l'assassinat littéraire, il a contribué au contraire à façonner sa légende. Et Baudelaire, ça aura été la première source d'inspiration de Baudelaire qui va piocher complètement dans ce matériel-là parce que ça sert aussi son approche de Poe, c'est-à-dire qu'il a un personnage, un auteur qui correspond aussi à son imaginaire. Je laisse la parole quand même là sur ce point parce que je trouve que c'est lui qui a mieux défini la chose, enfin mieux décrit la chose. Georges Walter, donc ce biographe dont je vous parlais, et vraiment je vous invite à lire aussi cette biographie qui est passionnante. Georges Walter écrit ceci au propos de la personnalité assez complexe et tordue du révérend Griswold. Puisque tout incline à croire que l'auteur du Corbeau, par son génie et son charme ténébreux, porta ombrage à Griswold, plus que Mozart ou Salieri de la légende, on serait tenté de réduire leur relation au roman feuilleton d'une rivalité. En se donnant la satisfaction d'une revanche, le révérend avait un dessin plus méthodique, critique, éditeur d'anthologie. Griswold façonnait l'opinion du jour et celle de l'avenir. Or, Edgar n'avait-il pas, de son vivant, la prétention d'être l'arbitre des lettres américaines? Le révérend allait lui montrer qui était le plus fort. On est donc tenté de chercher à cet acharnement étrange un motif encore plus ambitieux. Dans cette entreprise de démolition que Griswold a pu improviser, tout se passe comme si le danger n'était pas celui qu'il dénonce. Ni la pauvreté, ni l'alcoolisme ne font peur. Il en est autrement
de l'originalité absolue dont Baudelaire lie l'intuition immédiate. Ici, l'œuvre d'Edgar Poe, par sa seule existence, est comme si elle avait sécrété un virus très subtil, anéantissait de vastes pans de bibliothèque. Soudain réduite au rôle ornemental d'un mobilier d'époque, elle n'entrait pas dans les rayons. Et moi, je pense que c'est ça. Griswold a compris que Poe était un auteur génial et qu'il a voulu faire disparaître, justement. Quoi qu'il en soit, donc, c'est bel et bien Griswold qui va inspirer Poe pour façonner ce personnage, inspirer Baudelaire, décidément, j'y arriverai jamais, pour façonner ce personnage, le poète maudit, que Baudelaire voulait voir en Edgar Poe. Et donc, c'est à cette image, cette image de poète maudit que l'on doit la vendetta posthume de Griswold, de cet exécuteur testamentaire un peu curieux, qui est parvenu jusqu'à nous et qui reste aujourd'hui, quand on fait des rencontres comme ça avec Christian, on a souvent, toujours à la fin, deux ou trois personnes qui viennent nous dire mais pourquoi vous insistez tant, et qu'est-ce qui vous déplaît dans le fait que Poe soit alcoolique, on s'en fout, hein, on aime des auteurs alcooliques, Hemingway, Kerouac, tout ça, mais et là il faut que Poe, c'est pas le cas, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas quelle heure il est, si j'ai pu vous aider, mais voilà, j'espère vous avoir convaincu qu'à plus d'un titre, donc, cette nouvelle traduction des récits d'Edgar Allan Poe s'imposait comme une nécessité. Hein. Et donc, longtemps considérée comme intouchable, celle qu'avait donnée Poe, celle qu'avait donnée malgré Baudelaire, malgré ses indéniables qualités, n'en comportait pas moins des erreurs que je vous ai expliquées, et il y avait ce style qui n'était plus exactement celui qui correspond à aujourd'hui. On n'a pas voulu faire du moderne, hein. On a juste écrit avec une langue d'aujourd'hui tout en essayant de conserver. Christian, c'est un romancier, un auteur qui a une œuvre assez abondante, une cinquantaine d'ouvrages, donc quelque chose de littéraire, on va se filmer avec un langage plus contemporain. Voilà. Ensuite, comme je l'ai expliqué, en choisissant de traduire pendant 17 ans que les 2 tiers des histoires fantastiques ou grotesques de l'écrivain américain, Baudelaire a, je vous l'ai dit, donc involontairement plongé dans l'ombre de tout ce qu'il a écarté. Et ce que nous avons fait comme choix, qui participe de cette débaudérisation, c'est que nous avons fait un choix très simple, nous avons pris comme décision de publier des nouvelles dans l'ordre chronologique, et non pas dans un ordre thématique. Ce qui permet de voir que certaines nouvelles se suivent et que d'autres, au contraire, sont espacées, se répondent, ce qu'on connaît, et ça permet de faire surgir des nouvelles que l'on ne connaissait pas ou qu'on ignorait, et de faire surgir cet aspect qui est très très fort, hein, très prégnant, du grotesque chez Poe, qui était vraiment la découverte pour nous. Je crois que j'ai pu... Voilà, venir après, c'est ça, j'ai une conclusion qui est bien écrite, hein, je vais vous la lire quand même. Voilà, venir après l'auteur du Fil de Paris aurait pu paraître une gageure risquée si c'était uniquement s'agit de débaudériser Poe à tout prix. Mais à un moment, comme je vous l'ai dit, notre façon d'aborder ce travail s'inscrit dans cette démarche contre Baudelaire, évidemment, dont nous sommes tous les deux de très gros lecteurs. Pour toutes les raisons que je vais vous exposer, donc il était nécessaire de montrer l'auteur américain tel qu'en lui-même, comme disait Malherbe, je crois, en n'offrant pas donc, cette organisation des récits selon une thématique, mais selon simplement des thématiques et des affinités qui correspondent au choix du traducteur, mais selon donc, un ordre chronologique des proses fictionnelles, par une seule et même voix. C'est-à-dire c'est aussi ça la deuxième originalité, c'est la première fois que Poe est traduit par le même traducteur, donc qui a 4 mains, 4 pieds et 2 têtes, mais c'est une même voix qui parle. C'est-à-dire il n'existait pas jusque-là de traduction intégrale de Poe, des nouvelles de Poe par la même personne. Alors d'ordinaire, ça sera ma conclusion plus anecdotique, mais d'ordinaire, quand nous intervenons comme ça, quand nous terminons notre intervention avec nos rencontres avec Christian, dans notre évocation de celui que nous avons fini, parce que l'intimité crée des liens, que nous avons fini par surnommer entre nous Eddie, qui est Eddie comme l'ancien chanteur des Chaussettes Noires, et justement, donc voilà, je termine, parce que nous avons les deux bonnes chaussettes, avec donc Edgar Allan Poe, acheté aux États-Unis, avec le corbeau, Nevermore, pour ceux qui sont en fond. Voilà. J'espère que je vous aurai convaincu, que j'aurai pas quelques puristes à la fin qui m'attendront avec du beau des plumes, parce que je suis on a osé bosser un peu moderne. Et puis, si vous avez d'éventuelles questions, j'essaierai d'y répondre. Je vous remercie.